Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov Eliana est le Bonjour, personnage Daniel. qui a fait une partie de l'histoire du peuple juif, on peut dire, de l'après-guerre. C'est incontestablement le Rabbi de Lubavitch qui est considéré comme un des grands leaders du peuple juif d'après-guerre, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Nous allons parler avec vous de sa contribution. Non seulement ça, mais moi je l'appellerais plutôt un révolutionnaire. Donc, C'est aujourd'hui donc sa donc, Haskara. voilà, c'est aujourd'hui qu'il est décédé, donc le 3 Tammuz. Donc c'est un révolutionnaire juif dont j'aimerais vous parler ce matin. Ce n'est pas Marx ni Trotsky, mais c'est le Rabbi, donc Menachem Mendel de Schneerson de Lubavitch, Rabbi de Lubavitch, donc le 7e du nom. Le 7e du nom. Donc, il est né le 18 avril, donc le 11 Nissan 1902 à Mykolaïev dans l'Empire russe. Il est un descendant du 3e Rav de la lignée de Lubavitch, le célèbre Tzemach Tzedek. C'est pour ça qu'il porte son nom, Menachem Mendel. Il ne va pas fréquenter de yeshiva en dehors d'un premier maître avec lequel il fait ses premiers pas dans les textes. C'est son père qui va être son unique précepteur. Celui-ci va prescrire à son fils un cursus énorme de 16 heures d'études quotidiennes allouées à la Torah. L'enfant va accumuler les lectures, il va dévorer des dictionnaires de langues. Il faut rappeler qu'on a toujours su que le rabbi parlait je ne sais pas combien de langues complètement couramment, tout en passant le plus clair de son temps à étudier les ouvrages dont il devra un jour assurer l'héritage. Sa chambre est tapissée, elle, de cartes astronomiques. Et sa mère, elle se plaît déjà à vanter ses capacités d'absorption. Enfant, les livres sont déjà sa patrie. Le jeune homme s'intéresse à tout. Il s'inscrit d'ailleurs en candidat libre dans divers établissements et il y obtient des diplômes. Au moment où il rencontre Rabbi Yosef Yitzhak, donc qui est le 6e rabbin de Lubavitch en 1923, il est quasiment inconnu de la communauté chassidique. Et elle est même un peu surprise en apprenant que ce jeune homme de 21 ans, qui est impeccablement mis et qui a des manières vraiment raffinées, va être destiné à épouser la dernière des filles du rabbi, Chaya Mushka Schneerson. Le rabbi, donc le 6e, va rassurer ses disciples en attestant que ce jeune homme sait mot à mot tout le Talmud et les grands décisionnaires. Et c'est ainsi que le 27 novembre 1928, à Varsovie, Rabbi Menachem Mendel et Chaya Mushka se marient. Le nouveau couple va ensuite partir s'installer à Berlin, où le futur rabbi va fréquenter l'université et un grand nombre d'intellectuels juifs. Il faut rappeler que à l'avant-guerre, Berlin, c'est vraiment le centre intellectuel de l'époque. Ce serait l'équivalent aujourd'hui des grandes universités américaines. À l'époque, ça se trouve à Berlin. En 1933, la montée du pouvoir du nazisme les fait quitter Berlin pour Paris. Et à Paris, il va fréquenter la Sorbonne et d'autres établissements de l'enseignement supérieur, tels que l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, le CTP. En même temps, il va continuer à enseigner. Et c'est ainsi qu'il va, par exemple, donner un cours quotidien à l'oratoire du 17 rue des Rosiers, si ça vous dit quelque chose. Bien entendu. À la suite de l'invasion de la France en 1940, il va quitter Paris pour la zone libre et il va, avec son épouse, embarquer à Marseille pour Barcelone. Et ensuite, ils embarqueront à Lisbonne dans le dernier bateau qui accostera New York le 23 juin 1941. Là-bas, ils vont retrouver donc, le 6e rabbi de Lubavitch qui est arrivé de façon un petit peu miraculeuse un peu plus tôt. Le 17 janvier 1951, donc cette fois-ci nous sommes déjà après-guerre, Menachem Mendel Schneerson va reprendre le siège laissé vacant par le décès de son beau-père un an plus tôt. Et c'est ainsi qu'il va devenir le 7e rabbi de Lubavitch. Et c'est de Brooklyn, donc il va lancer le mouvement international de Chabad. Alors pour mieux comprendre l'immensité de son œuvre et de sa révolution, j'aimerais vous poser quelques questions. Daniel, est-ce que vous pouvez vous imaginer la fête de Hanouka sans ses Hanoukiotes et ses allumages géants dans les rues ? Ou bien, qui vous arrêterait, rue Saint-Paul à Paris ou à Times Square à New York, pour vous proposer de mettre les téphilines ? Enfin, lors de votre voyage au fin fond d'Amérique du Sud, qui va se charger de vos repas cachers ? Et enfin, où pourriez-vous passer le Seder au pied du Kilimandjaro si les Lubavitch n'existaient pas ? Alors tout ça, c'est un mot, ce sont les shluchim du rabbi. Les shluchim, voilà, shluch. Les émissaires. Les émissaires du rabbi, donc qu'il va justement envoyer partout. Et pourquoi ? Parce que ce qu'il cherche à faire se résume dans un mot, ufaratsta. Donc il prend un verset biblique qui se trouve dans Bereshit, dans la Genèse, qui dit
ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre et tu t'étendras au Faratzta, à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Donc pour lui, il prend ce mot. Oui. Ce mot de Opharatzta. Et pour lui, c'est la diffusion de la Torah et des valeurs de la Torah vers tous les horizons juifs qu'elles n'ont pas encore atteints. Donc il va entraîner tous ses chassidim, ses disciples. Oui, vous voulez dire quelque chose, Daniel? Est-ce que vous savez où se sont installés les premiers shluchim du Rabbi de Lubavitch? J'ai envie de dire à Paris. Bien non. Eh ben non. Bien, c'est en Afrique du Nord, c'est en Tunisie et au Maroc. Ah, d'accord. Avec le Rav Pinson et le Rav, si je ne m'abuse, le Rav Pinson pour la Tunisie et le Rav Asimov le Rav Matuzov pour le Maroc. Ces rabbins qui sont après d'ailleurs leur dynastie vont continuer dans le sud de la France si je ne me trompe pas. Voilà, leurs enfants, la dynastie. Bon, il va entraîner tous ses chassidim, donc ses disciples, à participer à cette diffusion de la Torah et de l'idéal juif. Il va organiser au fil des années des mifsaïm, donc des opérations. Il y a un côté un tout petit peu militaire entre guillemets dans le monde Lubavitch, par exemple, les mouvements de jeunesse Lubavitch s'appelle Tzivot Hashem, les armées de Dieu. Donc ces mifsaïm, ces opérations qu'il va organiser vont servir à rapprocher les Juifs du monde entier à leur identité. Il est aussi lui-même, ça c'est très important, à l'écoute de ses frères juifs. Il va répondre de façon extensive à toute lettre qui lui est envoyée et reçoit à raison de 2 nuits par semaine des audiences privées lors desquelles il écoute et conseille des Juifs venus des 4 coins du monde. Et son action, ça c'est très important, elle ne va pas se limiter aux Juifs, il va correspondre avec des hommes d'État, des artistes, des écrivains. Et un de ces mifsaïm, donc de ces opérations, sera de faire connaître les lois noachid au monde entier. Donc selon la tradition juive, tout homme se doit de respecter 7 commandements divins, qu'ils soient juifs ou non. Et c'est le Rabbi de Lubavitch va penser qu'il est très important de le faire savoir. À l'âge de 76 ans, il va avoir un accident cardiaque au beau milieu de la fête de Simchat Torah en 1978. Il va être très affaibli, mais il va continuer à faire son travail extraordinaire. Et d'ailleurs, il refuse de prendre du repos. Des années plus tard, le 2 mars 1992, alors qu'il se trouve sur le kever, la sépulture de son beau-père, il va subir une violente attaque cérébrale qui va l'affaiblir encore plus. Et c'est le 12 juin 1994, le 3 Tammuz, que le rabbi va décéder. Merci Eliana pour cette chronique. Un jour notre histoire consacrée donc ce matin au Rabbi de Lubavitch, au 7e Rabbi de Lubavitch, 7e et dernier Rabbi du Lubavitch qui n'a pas eu d'enfant et dont la chassidoute continue à vivre et à se développer malgré tout en dépit de l'absence d'un Rabbi, d'un leader. Exactement, il faut parler, en fait il y a tous les ans un grand événement qui se déroule à New York, c'est le Kenes Shluchim, qui est suivi du Kenes Shluchos. Donc c'est une grande soirée pour tous ces émissaires. C'est plus qu'une soirée, c'est un week-end entier, un Shabbat entier avec plus de 3000 émissaires qui viennent du monde entier, se retrouvent et qui partagent, on va dire, leurs expériences d'émissaires du Rabbi de Lubavitch. Et une des grandes forces du Rabbi de Lubavitch, c'est justement, on peut voir ça dans ces 2 soirées, il y a la soirée pour les hommes et la soirée pour les femmes, puisque le Rabbi, dès le départ, a donné énormément d'importance au rôle de la femme dans le judaïsme et le rôle donc de ces femmes pour diffuser ce judaïsme aussi. Voilà. Bien, merci Eliana pour cette chronique Un jour notre histoire de ce matin consacrée donc à la Haskara du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Nous retrouvons dans quelques instants après un jingle pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.